La foire aux vanités par William Makepeace Thackeray. Partie 25 du livre audio. Tome 2, chapitre 33. Peines et plaisirs. Le lendemain de la rencontre dont nous avons précédemment parlé, Joss apporta à sa toilette une recherche et un luxe inaccoutumés, et, sans faire part à ses compagnons des événements de la nuit ni les avertir de sa sortie, il descendit de grand matin dans la rue, et on put le voir prendre des renseignements à la porte de l'hôtel de l'Éléphant. Les fêtes avaient rempli la maison de voyageurs. Les tables au dehors étaient déjà garnies de personnes qui fumaient en buvant de la bière. À l'intérieur flottait un nuage de fumée qui empêchait de rien distinguer. Monsieur Joss, après avoir, avec sa solennité ordinaire et dans un allemand qu'il maniait assez mal, poursuivi ses investigations touchant la personne qu'il cherchait, recueillit des indications qui le conduisirent enfin dans la partie la plus élevée de la maison. Au-dessus des étages successifs occupés par des gens de profession nomade, il arriva à de petites chambres situées sous les combles, où, parmi des étudiants, des commissionnaires, des marchands forains et des paysans, il dénicha enfin l'humble réduit où Rebecca avait été enfouir ses appâts séducteurs, et qui était assurément le plus modeste qui ait jamais reçu la beauté. Cette atmosphère convenait à Becky. Elle se sentait à son aise au milieu de cette tourbe de bohémiens, d'étudiants, de joueurs, de saltimbanques. Son père et sa mère, tous deux bohémiens par goût et par nécessité, lui avaient légué cette nature aventureuse et remuante qui, à défaut de la conversation d'un lord, lui faisait trouver du charme à celle d'un laquais. Le bruit, le mouvement, l'odeur de la pipe et du vin, les refrains des étudiants, le langage original des faiseurs de tours, le jargon des juifs, enfin tout ce qu'il y avait d'imprévu et d'irrégulier dans ce désordre, enchantait et ravissait cette petite femme, alors même que la fortune capricieuse lui refusait de quoi payer sa note à l'hôtel. Et depuis que sa bourse s'était arrondie de tout l'argent que le petit Georgie lui avait fait gagner la veille, elle trouvait un nouveau charme à cette vie de tumulte et de hasard. En atteignant la dernière marche, et tout essoufflé de cette ascension, Joss s'arrêta sur le palier et chercha à découvrir le numéro 92. En face du numéro 92, qui était la chambre qu'on lui avait indiquée comme étant celle de la personne qu'il demandait, se trouvait le numéro 94, dont la porte entr'ouverte laissait voir un étudiant en bottes à haute lige, en tunique boutonnée et crottée jusqu'à l'échine. Il était couché sur son lit et fumait sa pipe, tandis qu'un autre étudiant, aux cheveux blonds et flottants, portant une tunique à brandebourg fort râpée et fort crottée, se tenait un genou en terre et l'œil collé sur la serrure du 92. Par cette voie de correspondance, il adressait les supplications les plus pressantes à la personne qui occupait la chambre. « Laissez-moi, » répondait une voix bien connue qui fit tressaillir notre ami Joss. « J'attends quelqu'un. J'attends mon grand-père, et je ne voudrais pas qu'il vous trouvât chez moi. » « Ange de la verte, Erin, » continuait l'étudiant aux cheveux dorés et aux grandes boucles d'oreilles, « prenez-nous en compassion. Laissez-vous fléchir à nos prières et venez dîner avec moi et Fritz dans un des restaurants du parc. Nous aurons des faisans rôtis, de la bière, du plum pudding et du vin de France. Ne nous refusez pas si vous ne voulez avoir à vous reprocher notre mort. »« Oui, notre mort, » reprit l'autre, sans se déranger seulement de son lit. Joss entendit tout ce colloque, mais il n'y comprit rien, attendu qu'il n'avait jamais fait aucun effort pour savoir la langue qui se parlait autour de lui. « Numéro 92, s'il vous plaît, » demanda Joss d'une voix solennelle, lorsqu'il se sentit assez remis pour pouvoir parler. « Quatre fans tous » dit l'étudiant en se relevant. En même temps, il s'élança dans la chambre, qu'il ferma au verrou, et Joss put distinguer les éclats de rire qu'il faisait avec son camarade. L'ex-fonctionnaire du Bengale était tout déconcerté de cet accueil, lorsque la porte du 92, s'ouvrant d'elle-même, laissa passer la petite figure de Becky,
sur laquelle se trahissait une expression à la fois railleuse et sournoise. Elle courut au-devant de Joseph. « C'est vous, lui dit-elle. Ah, si vous saviez avec quelle impatience je vous attendais. Arrêtez. Tout à l'heure, dans 1 minute, vous pourrez entrer. » Cette minute fut employée par elle à cacher sous sa couverture son pot de rouge, une bouteille d'eau-de-vie et une assiette avec un reste de pâté. Puis elle donna un coup de peigne à sa chevelure, et alors seulement elle introduisit son visiteur. En guise de robe du matin, elle avait un domino rose, vieille guenille couverte de taches et de souillures, et portant à plusieurs endroits des traces de pommade. Mais de ses larges manches sortaient des bras éblouissants de blancheur et de beauté, et sa robe serrée autour de sa taille svelte et mince laissait deviner d'une manière assez avantageuse la délicatesse des formes qu'elle dessinait à demi. Elle introduisit maître Josse dans sa mansarde. « Entrez, lui dit-elle, et causons un peu. Tenez, voici une chaise. » Et accompagnant la voix du geste, elle imprima un léger mouvement à la main de son visiteur et l'obligea de force à s'asseoir sur sa seule et unique chaise. Quant à elle, elle se plaça sur le lit, prenant bien garde à la bouteille et à l'assiette qu'il recelait, et évitant de s'asseoir dessus, ce que Joss n'aurait pas manqué de faire si elle lui avait permis de prendre cette place. Après cette installation, la conversation s'engagea entre elle et son ancien admirateur. « Les années n'ont pas eu grande prise sur vous, lui dit-elle, avec un regard de tendre intérêt. Je vous aurais reconnu n'importe où. Qu'on est heureux, en pays étranger, de se retrouver en face d'un ami loyal et dévoué. » À dire vrai, en ce moment, l'ami loyal et dévoué n'avait rien, dans l'expression de sa figure, qui justifia ces 2 épithètes. On y remarquait plutôt l'embarras et la stupéfaction. Joss jetait un regard inquisiteur sur le singulier local qu'occupait son ancienne passion. Une de ses robes était jetée sur un des montants de son lit, une autre accrochée à une patère plantée sur la porte. Un chapeau couvrait à moitié un miroir cassé, à côté duquel était placée une jolie petite paire de bottines couleur bronze. Un roman français se promenait sur la table de nuit, à côté d'un bout de chandelle que Becky avait aussi pensé à fourrer sous la couverture. Mais elle n'avait exécuté que la moitié de ce projet et avait seulement enfoui dans cette cachette le petit cornet avec lequel elle éteignait sa chandelle au moment de se livrer au sommeil. « Je vous aurais reconnu n'importe où, » continua-t-elle. « Il est des choses qu'une femme n'oublie jamais. Et vous êtes le premier homme que j'ai distingué. » « En vérité, dit Joss, mais, par mon âme, vous ne m'en aviez encore rien dit. Lorsque j'ai quitté Chiswick avec votre sœur, j'étais presque encore une enfant. Au fait, comment va-t-elle, cette chère Amélie? Elle avait un bien vilain mari. Et tout naturellement, c'était de moi qu'elle était jalouse, cette chère petite, comme si je m'étais souciée de lui. Alors qu'il y avait quelqu'un au monde. Mais hélas, ne revenons pas sur le passé. » Elle essuya en même temps ses paupières avec un mouchoir garni d'une dentelle déchirée. « Vous êtes surpris de me voir ici, » reprit-elle ensuite. « Et, à la vérité, je me trouve dans un monde fort différent de celui que j'ai fréquenté jusqu'ici. Ah, si vous saviez combien il m'a fallu supporter de chagrins et de soucis. Voyez-vous, avec les tourments que j'ai soufferts, il y a eu de quoi me rendre folle. Maintenant, mon humeur inquiète me promène de pays en pays. Et au milieu de cette vie agitée et malheureuse, j'espère en vain m'affranchir du chagrin qui me poursuit. Tous mes amis m'ont trahi. Tous. Entendez-vous bien? Non, non, la terre tout entière ne porte pas un homme d'honneur. Ce qui du moins fait ma force, c'est que ma conscience ne me reproche rien. Car si j'ai épousé mon mari, c'était parce que, dans mon dépit, je voyais qu'un autre... Mais laissons cela. Ma conduite a toujours été celle de l'honneur et de la droiture. Et, en retour, je n'ai trouvé que mépris et abandon. On n'a rien respecté, pas même mes affections maternelles. L'enfant de mon amour, qui faisait mon espoir, ma joie, ma vie, mon orgueil, l'unique objet de mes plus secrètes prières, eh bien, on a eu la cruauté de me l'enlever, de venir le prendre presque dans mes bras. En même temps,
Elle accompagnait ses paroles des signes du plus violent désespoir. Elle portait la main sur son cœur et se frappait la tête contre le traversin. La bouteille à l'eau-de-vie qui s'était égarée dans ces parages tinta contre l'assiette où se trouvaient les restes du pâté, ce qui produisit un cliquetis des plus propres à produire la pitié. C'était sans doute l'émotion qui les gagnait au spectacle de cette grande douleur. Max et Fritz écoutaient à la porte, tout surpris des sanglots et des pleurs de mistress Becky. Joss aussi était à la fois effrayé et ému en voyant l'ancien objet de ses flammes dans cet état de grande exaltation. À la faveur de la compassion qu'elle avait réussi à faire naître, Rebecca se mit à raconter son histoire avec une simplicité, une naïveté, un abandon qui portait la persuasion dans le cœur de son auditeur. Comment, après un récit aussi véridique, hésiter à la prendre pour un ange descendu du ciel, pour être, sur cette terre, la victime des infernales machinations de ces vilains diables que l'on y rencontre? Oui, c'était bien une créature immaculée, une martyre inébranlable au milieu des persécutions, que cette femme que Joss voyait assise sur le lit à côté de la bouteille d'eau-de-vie. Leur entretien se prolongea encore fort longtemps et fut des plus tendres et des plus confidentiels. Ce fut au milieu de ces touchants épanchements que Joss apprit, d'une manière qui ne pouvait blesser sa pudique nature, que la vue de sa séduisante personne avait été pour Becky la première révélation des douceurs ineffables que l'on trouve dans l'amour. En vain, George Osborne avait eu le tort impardonnable de lui faire la cour, d'exciter ainsi la jalousie d'Amelia et d'amener quelques nuages entre elle et lui. Jamais Becky n'avait donné le moindre encouragement au malheureux officier, car depuis le jour où elle avait vu Joss, toutes ses pensées avaient été dès lors pour lui. Sans doute, ses devoirs d'épouse lui avaient été durs à remplir. Mais jusqu'ici, elle les avait rigoureusement accomplis et voulait les accomplir jusqu'à son dernier jour, jusqu'au moment où le climat fatal dans lequel vivait le capitaine Crowley viendrait la délivrer d'un joug que ses durs traitements lui avaient rendu insupportable. En se retirant, Joss emporta la conviction qu'il venait de voir la femme la plus vertueuse et la plus aimable que le monde possédât, et il se mit à ruminer dans son esprit 1000 projets inspirés par le plus tendre intérêt et le désir de réparer à son égard les injustices du sort. Ces tortures si prolongées devaient avoir leur terme. Elle devait enfin rentrer dans le monde dont elle avait fait si longtemps le plus bel ornement. Joss veillerait à tout ce qu'il y avait à faire. Pour arriver à ce but, la première chose était de la retirer de ce misérable taudis pour la mettre dans un logement plus convenable. Il se proposait de charger Amelia de cette négociation et de la prier d'aller voir son amie et de la traiter comme par le passé. En sortant, il allait de suite s'en entendre avec le major. Rebecca versa des larmes d'attendrissement et de reconnaissance en reconduisant son gros visiteur et lui serra la main, comme il s'inclinait pour déposer un baiser sur la sienne. Becky fit à Joss un salut aussi gracieux que si le galetas dont elle venait de lui faire les honneurs eût été tout au moins un palais. Lorsque cette masse pesante eut disparu dans les profondeurs de l'escalier, Hans et Fritz, la pipe à la bouche, vinrent trouver leur voisine dans sa chambre, et elle les divertit beaucoup en faisant à leurs yeux la caricature de Joss. Elle n'oublia pas le pâté dans la cachette où elle l'avait mis, non plus que sa chère bouteille d'eau-de-vie, à laquelle elle fit de nombreuses accolades. Pendant ce temps, Joss se dirigeait vers la demeure de Dobbin. Il prit un air grave et solennel pour lui redire la touchante histoire qu'il venait d'entendre, mais il eut soin d'omettre l'aventure de la nuit précédente. Tandis que nos deux amis discutaient ainsi sur ce qu'il y avait à faire pour mistress Becky, celle-ci achevait de déjeuner à la fourchette, si brusquement interrompue par la visite de Joss. Comment expliquer sa présence dans cette ville? L'abandon où elle se trouvait? Ses courses vagabondes? Le motif s'en trouve dans un des premiers classiques que l'on met aux mains des écoliers. « Facilis, les sensus, averni », a dit le poète. Jetons le voile sur cette partie de son histoire. Si Becky était alors encore un peu plus dépravée qu'au temps de ses grandeurs, la faute en était à la fortune qui l'avait fait descendre si bas. Quant à Amelia, dont l'excessive douceur dégénérait presque en faiblesse,
Il lui suffisait d'apprendre que quelqu'un était malheureux pour que son cœur fût aussitôt touché d'une belle pitié en faveur de celui qui souffrait. L'idée du malheur d'autrui, alors même qu'il était mérité, lui était insupportable. Selon elle, il aurait fallu abolir les prisons, le code pénal, les menottes, le fouet, la pauvreté, la maladie et la faim. Il y avait tant de bonté dans ce cœur qu'il était toujours prêt à oublier même une injure mortelle. En apprenant l'aventure sentimentale arrivée à Joss, l'impression du major ne fut pas tout à fait conforme à celle de l'ex-fonctionnaire du Bengale, et même son premier mouvement fut peu favorable aux infortunes de notre aventurière. « La voilà donc revenue sur l'eau, cette petite drôlesse, » répondit-il tout d'abord à Joss. Il n'avait jamais éprouvé pour Rebecca la plus légère sympathie. Loin de là. Elle ne lui avait inspiré que de la défiance depuis le moment où les petits yeux perçants et verts de cette jeune intrigante s'étaient arrêtés sur les siens pour s'en détourner ensuite avec une pruderie affectée. « Cette infernale créature porte le malheur à sa suite et le répand partout où elle va, » dit-il, sans autres égards pour mistress Rawdon. « Qui sait le genre de vie qu'elle a mené depuis que nous l'avons perdue de vue? Que vient-elle faire ici, toute seule, en pays étranger? À d'autres, ces histoires de persécution et de torture. Une honnête femme ne manque jamais d'inspirer la sympathie, et d'ailleurs ne quitte point ainsi sa famille. Pourquoi a-t-elle planté là son mari? Je sais qu'il ne valait pas grand-chose, et que sa réputation n'était pas meilleure que lui. Je n'ai pas oublié les manœuvres de ce chevalier d'industrie pour arriver à dépouiller ce pauvre Georges. Et puis, lorsqu'ils se sont séparés, n'y a-t-il pas eu à ce propos du bruit et du scandale? Il est venu comme une rumeur de cela à mes oreilles. » Le major Dobbin, s'échauffant de plus en plus, accablait de ses fâcheux souvenirs la pauvre Rebecca, tandis que Joss faisait de son mieux pour le convaincre qu'elle était digne de tout respect et qu'il fallait voir en elle la plus vertueuse comme la plus persécutée des femmes. « Je le veux bien, » dit le major en diplomate consommé. « Nous nous en rapporterons à mistress George. Allons de ce pas la consulter. Vous m'accorderez, j'espère, que nous ne pouvons tomber sur un meilleur juge en cette matière. »« Peu, Amy, » fit Joseph, qui n'était pas alors dans ses moments de tendresse pour sa sœur. « Eh bien quoi ?» reprit le major avec vivacité. « Morbleu, monsieur, c'est la femme qui possède le jugement le plus sensé et le plus fin que j'ai rencontré de ma vie. Je vous le répète, allons de ce pas la trouver. Nous lui demanderons ce qu'elle pense d'un rapprochement avec cette femme, et, quelle que soit sa décision, je m'engage à m'y soumettre. » Ce fourbe abominable de Dobbin croyait dans son fort intérieur être sûr d'avance de l'arrêt. Il se rappelait qu'autrefois Amy avait été, et avec de trop justes motifs, jalouse de Rebecca, et elle ne prononçait jamais son nom qu'avec un frémissement de terreur. Or, une femme jalouse ne pardonne jamais, pensa Dobbin. Ce fut au milieu de ces réflexions que les deux amis arrivèrent auprès de mistress George, qui roucoulait en ce moment de toute la force de son gosier sous la direction de madame Schtroumpf. Quand la maîtresse de chant se fut retirée, Joseph entama la conversation avec le ton solennel qui le quittait rarement. « Amélia, ma chère, lui dit-il, par mon âme, je viens de faire la plus extraordinaire, oui, la plus extraordinaire rencontre que vous puissiez imaginer. Une de vos anciennes amies, une de vos bonnes amies, est nouvellement arrivée ici, et je serais bien aise que vous allassiez lui faire visite. »« Faire visite? Et à qui donc ?» demanda Amélia. « Prenez garde, Dobbin, vous allez casser mes ciseaux. » Le major s'était emparé des susdits ciseaux par la petite chaîne à laquelle les dames les suspendent d'ordinaire à leur ceinture, et leur imprimait un mouvement de rotation qui inquiétait vivement Amélia sur leur sort. « C'est une femme que je ne puis sentir, » dit le major d'un ton hargneux, « et que vous n'avez aucun sujet d'aimer beaucoup. »« C'est Rebecca, n'est-ce pas ?» fit Amélia, toute rouge et paraissant fort agitée. « Vous avez deviné. C'est précisément cela, » répondit Dobbin. Bruxelles, Waterloo, avec leurs souvenirs si amers et si douloureux, se présentèrent à l'esprit de la pauvre femme et soulevèrent dans cette âme sensible une terrible agitation. « Ne me demandez point à la voir, »
continua Amy. Il m'est impossible de la voir. Je vous l'avais bien dit, fit Dobbin, en se retournant vers Joss. Ah, si vous saviez comme elle est malheureuse, reprit Joss avec une nouvelle insistance. Elle est plongée dans l'indigence la plus complète, sans amis pour la secourir, et elle a été malade à toute extrémité, et enfin son indigne mari a eu l'infamie de l'abandonner. Amelia poussa un soupir. Elle n'a plus un seul ami au monde, entendez-vous, continua Joss avec une habileté qui avait de quoi surprendre de sa part. Elle m'a dit que sa dernière espérance reposait tout entière sur vous. Ah, elle est bien à plaindre, Amy. Sa douleur va presque à la folie, et son histoire m'a vivement touché. Oui, je vous le jure, sur l'honneur, jamais si cruelle persécution n'a trouvé victime aussi résignée. Sa famille a été bien dure et bien cruelle à son égard. Pauvre créature, fit Amelia. Faute de trouver un ami qui lui tende la main, elle dit qu'il ne lui reste plus qu'à mourir. Et Joss, d'une voix émue et tremblante, continua sur le même ton. Par mon âme, vous savez sans doute qu'elle a déjà essayé de se donner la mort. Elle porte toujours du laudanum avec elle. Elle en a une bouteille dans sa chambre. Une pauvre petite chambre, bien misérable, dans une maison plus misérable encore. L'hôtel de l'éléphant. Elle loge dans les combles. J'ai voulu y aller moi-même. Cette dernière particularité n'eut pas l'air de faire grande impression sur Amy. Elle fit même un léger sourire. Peut-être voyait-elle, en esprit, Joss, tout essoufflé, gravir les étages successifs. « Elle est seule en face de son chagrin, reprit-il. Le récit des tortures qu'elle a endurées a vraiment de quoi fendre l'âme. Elle a un petit garçon du même âge que Georgie. »« Oui, en effet, reprit Amy. Je crois m'en souvenir. »« Eh bien, après ?» Le plus joli petit ange qu'on puisse voir, reprit Joss, dont la sensibilité était en raison de la grosseur, et qui avait été fort ému par l'histoire de Becky. Un petit ange qui adorait sa mère, et ses bourreaux ont eu la barbarie de l'arracher à ses bras, et ne lui ont plus jamais permis de le revoir. « Cher Joseph !» s'écria Amy, éclatant en sanglots. « Courons sur le champ auprès d'elle !» Elle s'élança aussitôt vers sa chambre à coucher, mit son chapeau en toute hâte et revint avec son châle sur le bras, en priant Dobbin de l'accompagner. Le major arrangea le châle sur les épaules d'Amelia. C'était un cachemire blanc qu'il lui avait rapporté des Indes. Il vit bien alors qu'il ne lui restait d'autre parti que celui de l'obéissance, et, offrant son bras, il sortit avec elle. « C'est au numéro 92, au 4e étage, » leur avait dit Joss, qui ne se souciait peut-être plus beaucoup de tenter une nouvelle ascension. Content du succès qu'il venait de remporter, il alla se placer à la fenêtre du salon qui dominait la place, où était situé l'hôtel de l'éléphant. Et il put voir Amelia, au bras du major, se dirigeant vers la demeure de Becky. Fort heureusement pour elle, elle les aperçut de sa mansarde, où elle était à causer et à rire avec les deux étudiants, et où l'on ne ménageait pas ses railleries au grand-papa de Becky. Par suite de la remarque qu'elle venait de faire, elle s'empressa de congédier les deux compagnons et de mettre un peu d'ordre dans son petit réduit avant l'arrivée du propriétaire de l'hôtel qui, sachant que mistress Osborne était en grande faveur à la cour du grand-duc, se confondit auprès d'elle en saluts de toutes sortes et voulut l'accompagner jusqu'à l'étage supérieur, s'excusant de la roideur de l'escalier et de l'élévation des marches. « Ouvrez, s'il vous plaît, ma charmante lady », fit le propriétaire de l'hôtel en frappant à la porte de Becky, à laquelle, la veille encore, il n'accordait qu'un madame tout sec, et qu'il avait traité jusqu'alors avec fort peu de politesse. « Qu'est-ce » demanda Becky en passant la tête à demi, puis elle poussa un petit cri. Elle avait devant elle Amy, tremblant de tous ses membres, et Dobbin, avec sa grande taille appuyée sur sa canne. Il était là en observateur, et prenait le plus grand intérêt à la scène qui allait se passer. Amy s'élança, les bras ouverts, au-devant de Rebecca. Elle venait de lui pardonner le passé, l'embrassant avec toute l'effusion du cœur. « Et toi, pauvre créature, souillée, depuis quand avais-tu été l'objet d'aussi pures, d'aussi saintes caresses ?» Chapitre 34. Amantium Irae.
Tant de franchise et de bonté d'âme ne pouvaient point laisser insensible. Quelque pervertie qu'elle fût, celle qui en était l'objet. Elle répondit aux caresses et aux douces paroles d'Amy par quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, et par une émotion qui, si elle ne fut pas durable, était du moins sincère. C'était cet adroit mensonge du fils arraché au bras de sa mère, c'était l'idée de ce déchirant spectacle qui avait rendu à Becky le cœur d'Amelia. Ce fut aussi le premier sujet dont s'entretinrent tout naturellement les deux amies. « Ainsi donc, ils vous ont pris votre enfant chéri ?» disait d'une voix émue la trop candide Amelia. « Ah, Rebecca, je comprends vos souffrances. Je sais ce que c'est que d'être privée de son enfant. Aussi, je compatis bien à la douleur des mères qui sont affligées d'une aussi pénible séparation. Mais le ciel, qui veille sur nous, vous rendra aussi le vôtre, comme une providence miséricordieuse m'a fait retrouver le mien. » « Mon fils, mon enfant. Ah, au fait, j'ai eu le cœur déchiré par de bien cruelles angoisses, » répondit Becky, tourmentée peut-être par un secret remords. Becky se sentait mal à l'aise en amassant mensonge sur mensonge en présence de tant de confiance et de simplicité. Tel est souvent le triste sort de ceux qui se sont écartés une seule fois du sentier de la vérité. Une première fausseté en entraîne une autre, et l'on roule ainsi de fausseté en fausseté, avec la crainte de voir à la fin tant d'impostures découvertes. « Mes tortures, continua Becky, ont été épouvantables lorsqu'on m'a arraché mon fils. » Il est à regretter qu'à ce moment un cliquetis de la bouteille ne soit pas venu mêler ses gémissements aux siens. « J'ai failli en mourir. J'ai eu une congestion cérébrale, et mon docteur m'avait condamnée. Hélas, si j'en ai réchappé, c'était pour me trouver dans l'indigence et le délaissement. »« Quel âge a-t-il » demanda Amy. « 11 ans, répondit l'autre. « 11 ans ?» reprit la mère de Georges, toute surprise. « Mais il est de l'âge de Georgie, qui a… »« Ah, c'est pourtant vrai !» s'écria Becky, qui avait parfaitement oublié toutes les particularités de l'âge du petit Rawdon. « Si vous saviez comme le chagrin a bouleversé ma pauvre tête, chère Amelia. Ah, je ne suis plus la même. Il y a des moments où je ne me souviens plus de rien. Roddy avait 11 ans lorsqu'on me l'a enlevé. Il était joli comme un ange. Mon Dieu, ayez pitié de moi, je ne le reverrai donc plus. » « Était-il blond ou brun ?» demanda cette petite nièce d'Amy. « Vous devez avoir conservé de ses cheveux. Montrez-les-moi, je vous prie. » Becky eut presque un sourire pour tant de simplicité. « Un autre jour, ma chère amie, quand mes bagages seront arrivés de Leipzig, que j'ai quitté pour venir ici. J'ai aussi son portrait en médaillon. Je l'avais fait faire, hélas, dans des temps plus heureux. »« Pauvre Becky, » disait Amy, « combien je dois être reconnaissante envers Dieu. » Et elle se laissa aller à ses réflexions ordinaires sur la beauté, l'esprit, les qualités de son fils, qui n'avait pas d'égal au monde. « Je vous ferai voir mon fils, » continua-t-elle. Dans sa pensée, elle ne pouvait offrir de plus grande consolation à Rebecca, si quelque chose ici-bas pouvait la consoler. La conversation se prolongea encore plus d'1 heure entre ces deux femmes, et Becky en profita pour faire à son amie un récit circonstancié de son existence depuis qu'elle s'était quittée jusqu'à cette époque. Elle lui raconta comme quoi son mariage avec Rawdon avait toujours soulevé, dans la famille de son mari, les animosités les plus violentes, comme quoi sa belle-sœur, femme artificieuse et passionnée, avait versé contre elle le fiel et le poison dans l'âme de son mari, comme quoi elle avait formé de coupables relations qui l'avaient amenée à délaisser complètement sa femme, tandis qu'elle avait tout supporté, la pauvreté, le mépris, la froideur de l'homme qu'elle avait le plus aimé, et tout cela pour l'amour de son fils. Enfin, par suite des outrages les plus graves, elle avait été obligée de demander une séparation. Son mari n'avait-il pas eu l'infamie de lui proposer de sacrifier son honneur afin d'obtenir du marquis de Steyne l'avancement que lui faisait entrevoir à ce prix ce seigneur aussi puissant que corrompu?
Becky débita cette partie dramatique de son histoire avec un accent de pudeur outragée et de vertueuse indignation. À la suite de cette insulte, forcée de fuir le domicile conjugal, elle s'était vue poursuivie par la haine de ce monstre qui avait eu la cruauté de ravir un enfant à sa mère. C'est ainsi que Becky se trouvait pauvre, errante, abandonnée, sans appui, sans ressources. Amy accepta sans la moindre défiance l'histoire qui lui fut racontée avec toutes sortes de détails imaginaires. Elle frémissait d'indignation au récit de la conduite du misérable Rawdon, de l'infâme Stein, et ses yeux exprimaient toute sa sympathie pour Rebecca, à chaque nouveau trait des persécutions auxquelles elle avait été en butte de la part de cette noble famille et de son mari. Becky n'en disait point de mal, et ses paroles témoignaient plus de douleur que de colère. Elle avait aimé Rawdon de toutes les forces de son âme, trop passionnément, peut-être. Mais enfin, il était le père de son enfant. En entendant Becky raconter la scène de l'enlèvement de son fils, Amy tira son mouchoir de sa poche pour s'essuyer les yeux à la dérobée, et notre petite tragédienne put jouir de l'effet produit sur celle qui l'écoutait par le petit drame qu'elle venait d'inventer. Le major, fatigué d'attendre la fin de cette conversation dans cet étroit couloir où il heurte sans cesse son chapeau contre les poutres du toit et ne voulant pas cependant l'interrompre, descend au rez-de-chaussée dans la grande salle commune à tous les habitants de l'hôtel. L'atmosphère de cette pièce est un épais nuage de fumée au milieu duquel, dans la journée, se vide plus d'un verre de bière. Sur une table grasse et noirâtre sont placés des chandeliers de cuivre garnis d'un bâton de suif et rangés au-dessous des clous qui portent la clé des voyageurs. Amy avait passé en rougissant à travers ces brouillards flottants, au milieu desquels on trouvait rassemblés un ramassis de gens les plus divers. Des colporteurs avec leurs balles, des étudiants qui mordaient après des tartines de beurre et de gros morceaux de viande, des oisifs qui jouaient aux cartes ou aux dominos sur des tables humides de bière, des jongleurs ambulants qui se rafraîchissaient dans l'intervalle de leurs exercices. Tel était le public de cet endroit qui, les jours de fête, se presse dans toutes les auberges allemandes, au milieu de la fumée et du tapage. Le garçon apporta un pot de bière au major, qui, tirant un cigare de sa poche, chercha dans la combustion de ce sournois végétal et dans la lecture du journal les moyens de prendre patience jusqu'au moment où il serait rappelé à ses devoirs de cavalier servant. Hans et Fritz descendirent au même instant le chapeau sur l'oreille, faisant retentir leurs éperons sur les dalles de pierre. Ils avaient des pipes magnifiques, ornées de trophées d'armes sculptées. Ils accrochèrent leurs clés au numéro 90, après quoi, demandant du beurre, du jambon et de la bière, ils s'assirent à côté du major et se mirent à causer des duels et des défis à boire de l'université de Schopenhausen, fort renommée par la force des études, et d'où ils arrivaient avec Becky, comme le faisait assez voir leur conversation, afin d'assister aux fêtes du mariage donné à Pumpernickel. La petite Vierge d'Erin paraît être un pays de connaissances, dit Hans, qui savait un peu le français. Quand le grand papa s'en est allé, il est venu une bédite compatriote à elle, et je les ai entendus bavarder et chacasser ensemble. Il faudra prendre des billets pour son concert. As-tu de l'argent, Hans? Son concert, il est dans les brouillards, son concert. Max m'a dit qu'elle en avait annoncé un de même à Leipzig. Toute la ville avait pris des billets et elle est partie s'enchanter. Hier, elle racontait dans la voiture que son pianiste était tombé malade à Dresde. D'ailleurs, on ne me fera jamais croire qu'elle soit capable de chanter. Sa voix est aussi enrouée que la tienne. Oh, toi, le plus célèbre gosier de l'Allemagne comme entonnoir à bière. Enrouée? Allons donc. Je l'ai entendu fredonner à sa fenêtre une délicieuse petite ballade anglaise, la rose sur le balcon, et elle n'avait pas l'air d'être enrouée du tout. Les soifeurs et les chanteurs ne passent point par la même porte, dit Fritz, dont le nez rouge témoignait assez qu'il aimait mieux faire entrer du liquide dans son gosier qu'en tirer des notes musicales. Ergo,
Tu feras mieux de ne pas prendre de billets. D'ailleurs, elle a fait d'excellentes affaires aux 30 et 40 la nuit dernière. Je l'ai vu qui faisait jouer un petit garçon pour elle. Nous dépenserons notre argent ici, au spectacle, où nous pourrons encore la régaler de vin français et de cognac dans les jardins d'Aurelius. Mais quant à lui prendre des billets, je lui en souhaite. N'est-ce pas là ton avis? Garçon, un autre pot de bière. Après avoir à plusieurs reprises trempé leurs blondes moustaches dans l'écume de la liqueur dorée, puis ensuite les avoir retroussées d'une façon très crâne, ils allèrent se mêler au flot de la populace qui inondait le champ de foire. Le major, qui les avait vus accrocher leurs clés au numéro 90 et n'avait pas perdu un mot de leur conversation, n'eut pas de peine à comprendre qu'il s'agissait entre eux de Becky. « Voilà cette infernale petite femme, » pensa-t-il tout bas, qui se remet à faire des siennes. Il se prit à rire, en se rappelant ses agaceries d'autrefois et l'essai comique de ses tentatives auprès de maître Joss. Il en avait ri bien souvent avec Georges, au moment où ce dernier tomba lui-même dans les filets de cette petite Circé quelques semaines après son mariage, et eut avec elle des relations que son camarade soupçonnait, mais qu'il voulut toujours ignorer. William était à la fois et trop affecté et trop honteux de la conduite de son ami pour chercher à pénétrer ce triste mystère, bien que Georges y eût fait allusion, comme quiconque est tourmenté par la voix du remords. Le matin de la bataille de Waterloo, alors que les deux jeunes officiers, sous une pluie battante, à la tête de leur compagnie rangée en bataille, suivaient les mouvements des colonnes françaises qui occupaient les hauteurs opposées, Georges avait dit à Dobbin : « Je suis bien aise qu'on nous ait enfin donné l'ordre du départ, car je me trouve engagé avec cette femme dans la plus sotte intrigue qui existe. Si je meurs, j'espère qu'Amy ne saura jamais un mot de cette affaire, et je voudrais, pour tout au monde, n'avoir pas fait le premier pas. » William éprouvait une véritable satisfaction à penser que, plus d'une fois, il avait adouci les regrets de la veuve de Georges, en lui rappelant qu'Osborne, un peu avant de quitter la vie, après la première journée des 4 bras, lui avait parlé de sa femme et de son père dans des termes pleins de gravité et de tendresse. Dans ses conversations avec le vieil Osborne, William était revenu souvent sur ces détails, et c'est ainsi qu'il avait réussi à réconcilier le vieillard avec la mémoire de son fils au moment où il allait lui-même sortir de cette vie. « Oui, » se disait Dobbin, « cette infernale créature va encore nous tramer quelque intrigue de sa façon. Je voudrais la voir à 1000 lieues d'ici. Elle porte toujours le malheur à ses trousses. » Il se livrait ainsi à ses pressentiments et à ses inquiétudes, la tête appuyée sur sa main, la gazette de Pumpernickel à la hauteur de son nez, lorsqu'il se sentit frappé sur l'épaule, avec une ombrelle, et, levant les yeux, il aperçut Amélia devant lui. Cette femme possédait le secret de réduire Dobbin à ses volontés, comme il arrive pour les plus faibles qui finissent toujours par trouver quelqu'un qui leur sert de victime, et elle lui ordonnait d'aller, de venir, le chargeait de ses commissions. Enfin, il n'était pas au monde de caniche mieux dressé ni plus obéissant. Je crois, en vérité, qu'il se serait jeté à l'eau si, par un beau jour, il lui avait pris fantaisie de lui dire « Tiens, Dobbin, va chercher. »« Eh bien, monsieur, lui dit-elle, avec un petit mouvement de tête et un salut railleur. C'est comme cela que vous m'avez attendu pour descendre les escaliers ? » « Il m'était impossible de me tenir debout dans ce couloir, » lui dit le major d'un air piteux qui avait quelque chose de risible. Il se leva en même temps, ravi de lui offrir son bras et de trouver l'occasion de sortir de cette atmosphère empestée. Il allait même partir sans penser à payer le garçon, lorsque celui-ci courut après lui et, l'arrêtant sur le seuil de la porte, lui réclama le prix de la bière qu'il n'avait pas consommée. Amy se mit à rire. Elle l'appela mauvais payeur, l'accusa de fuir devant ses créanciers et l'accabla de 1000 petites railleries autorisées par les circonstances. Jamais elle n'avait été si animée ni si joyeuse, et elle eut rapidement traversé la place du marché. Il lui fallait son frère à l'instant même, et le major riait de cette tendresse subite, car à vrai dire, il y avait longtemps qu'il ne l'avait vu si pressé de courir après son cher Joss.
L'ex-fonctionnaire civil était dans le salon du premier étage où il se promenait dans la chambre, rongeait ses ongles et allait sans cesse à la fenêtre pour examiner s'il ne sortait personne de l'hôtel de l'Éléphant, tandis qu'Amy était renfermée avec son ami et que le major battait la générale sur les tables graisseuses de la salle commune. Si donc mistress Osborne était pressée de revoir son frère, ce désir était bien partagé. « Eh bien ?» lui demanda-t-il du plus loin qu'il l'aperçut. « Hélas !» répondit Amy. « Elle a eu beaucoup à souffrir. »« Par mon âme, je le crois bien, » dit Joss, dont les joues frémissaient ni plus ni moins qu'une gelée au rhum. « On pourrait lui donner la chambre de Payme, » reprit Amy, « et Payme ira coucher à l'étage supérieur. » Payme était une gouvernante anglaise d'un certain âge, spécialement attachée au service de mistress Sedley, à laquelle M. Kirsch, comme le lui prescrivait son devoir et sa position, avait le soin de faire sa cour, et que Georges s'amusait à effrayer par des histoires de voleurs et de revenants. Toutes ses journées se passaient à grogner, et tous les matins, en habillant sa maîtresse, elle lui signifiait sa résolution irrévocable de partir le lendemain pour son village natal de Clapham. « Elle prendra la chambre de Payme, » dit Amy. « Et quoi ? Vous songeriez à loger cette femme sous le même toit que vous ?» s'écria le major en bondissant. « Mais sans doute, » dit Amélia, de l'air le plus candide du monde. « Ce n'est pas la peine de vous fâcher, major Dobbin, et de vous en prendre à notre mobilier. Il est tout naturel que nous la prenions avec nous. »« Tout naturel, mon cher, » dit Joseph à son tour. « La pauvre créature a passé par tant d'épreuves, » continua Amy. « Son banquier, qui fait faillite et disparaît. Son mari, ce misérable, ce monstre qui l'abandonne et lui enlève encore son enfant. » En même temps, Amy avançait le poing avec une expression menaçante et résolue qui enthousiasma le major. « Enfin, cette pauvre créature, délaissée, en est réduite maintenant à donner des leçons de chant pour gagner sa subsistance. Et nous aurions la cruauté de ne pas la prendre avec nous. »« Prenez de ces leçons tant qu'il vous plaira, » reprit le major avec la même animation. « Mais ne la recevez pas dans votre appartement. Je vous en supplie, ne le faites point. »« Peu, » fit Joss en haussant les épaules. « Comment ? Vous, toujours si bon, si généreux, toujours si dévoué en toute occasion ? Je ne vous comprends pas. »« William, » reprit Amélia, s'animant à son tour. « N'est-ce pas le moment de lui tendre la main alors que le malheur l'accable et de lui rendre service ? Elle serait ma plus ancienne amie et je ne... »« Elle n'a pas toujours été votre amie, » dit le major Dobbin, irrité de cette résistance. Cette allusion était trop dure. Amy lança au major un regard plein de dignité. « C'est mal, c'est bien mal, » lui dit-elle, « ce que vous faites là, major Dobbin. » Puis, après ces paroles, elle se retira d'un pas ferme et majestueux et alla cacher dans sa chambre l'offense dont elle se croyait blessée. « Me rappeler un pareil souvenir, » dit-elle lorsqu'elle eut fermé la porte. « Il y a de la cruauté de sa part à rouvrir une blessure qui m'a tant fait souffrir. Ah, c'est bien mal à lui. Si je l'avais oublié, devait-il m'en faire souvenir ? Non, non, certainement. » En même temps, elle regardait le portrait de son mari suspendu, comme à l'ordinaire, à son chevet, et au-dessous celui de son fils. Et quand j'y pense, c'est lui-même qui a tout fait pour me prouver que ma jalousie était injuste et aveugle, et que vous étiez au-dessus de tout reproche. Oh vous, qui maintenant me regardez du haut du ciel. Suffoquée d'indignation, elle parcourait à grands pas sa chambre, et fut enfin s'appuyer sur le bois du lit au-dessus duquel était suspendue la petite miniature de son mari. Elle resta pendant longtemps à le contempler sans en détacher ses regards. Et dans les yeux du portrait, elle croyait voir une expression de reproche qui lui paraissait redoubler à mesure qu'elle le contemplait davantage. Tous les vieux souvenirs de ce premier amour se pressaient en foule dans son esprit, et sa blessure à peine cicatrisée se rouvrait avec des douleurs plus vives. Le courage manquait à Amy pour supporter les reproches qui semblaient lui venir de la peinture. C'était trop pour ses forces.
C'était plus que n'en pouvait supporter cette âme timorée. Pauvre Daubine, pauvre William. Une seule parole a renversé l'ouvrage de bien des années. L'édifice péniblement élevé par tant de constance et de dévouement a été détruit par un seul mot. Un seul mot a dissipé ses espérances et lui enlève ce cœur qui était la conquête et la récompense d'une vie d'abnégation. Bien que William eût pu lire dans les regards d'Amelia qu'une crise allait avoir lieu, il n'en continua pas moins à supplier Sedley de se tenir sur ses gardes à l'égard de Rebecca. Et, avec une énergie sans égale, il insista pour que Joss ne donnât point asile à Rebecca. Joss devait commencer par prendre quelques renseignements sur son compte, et le major lui dit à cette occasion de quelle manière il avait appris l'existence qu'elle menait au milieu des joueurs et des gens malfamés, et rappela le mal qu'elle avait fait jadis. N'était-ce pas elle qui, de concert avec Crowley, avait précipité le pauvre George à sa ruine ? De son propre aveu, elle était séparée de son mari, et peut-être pour d'autres motifs que ceux qu'elle mettait en avant. En somme, ce serait une fâcheuse société pour sa sœur, qui n'entendait rien aux affaires du monde. William, en conséquence, avec toute l'éloquence dont il était capable et avec une énergie inaccoutumée, suppliait Joss de fermer sa porte à Rebecca. Avec moins d'emportement et plus d'habileté, Daubine eût peut-être réussi auprès de Joss. Mais le fonctionnaire civil se sentait profondément froissé des allures dominatrices que le major prenait à son égard. Il était d'ailleurs confirmé dans cette manière de voir par son laquais, M. Kirsch, que le major contrariait singulièrement en contrôlant ses dépenses et qui se trouvait ainsi tout naturellement porté à prendre le parti de son maître. À la tirade de Daubine, Joss opposa une vigoureuse réplique et lui donna à entendre qu'il s'entendait mieux que tout autre au soin de défendre son honneur, qu'il désirait qu'on ne se mêlât point de ses affaires et qu'il était résolu à s'affranchir enfin du joug que le major faisait peser sur lui. Cet entretien fut long et orageux et se termina de la manière la plus simple, par l'entrée de mistress Becky qui arrivait de l'hôtel de l'Éléphant avec son bagage, porté par un commissionnaire. Elle exprima à Joss une tendre et respectueuse gratitude et jeta au major Daubine un coup d'œil poli quoique défiant, car une voix secrète lui disait qu'elle avait en lui un ennemi et qu'il venait d'élever la voix contre elle. En entendant la voix de Becky dans le salon, Amelia sortit de sa chambre et alla embrasser sa protégée avec la plus vive effusion. Elle ne fit attention au major que pour lui lancer un regard de colère. Jamais, peut-être, on avait surpris une expression à la fois plus injuste et plus dédaigneuse sur les traits de cette petite femme. Mais, par des motifs à elle connus, elle tenait à laisser voir sa mauvaise humeur contre Daubine. Le major, plus indigné de cette injustice que de sa disgrâce, se retira après un salut non moins provocateur que l'adieu qu'il obtint pour réponse. Débarrassé de sa présence, Amy se livra sans contrainte à ses accès de tendresse pour Rebecca, et avec un entrain qui surprenait dans sa personne, s'occupa à installer son amie dans la chambre qu'elle lui destinait. Lorsqu'une nature faible et chancelante est sur le point de commettre une injustice, elle est plus que tout autre pressée d'en avoir fini. Amy pensait qu'elle venait de faire preuve d'une grande fermeté et de témoigner de son respect pour la mémoire du capitaine Osborne. Georgie rentra de la fête pour l'heure du dîner et trouva 4 couverts mis comme d'habitude, mais à la place qu'occupait d'ordinaire le major Daubine se trouvait une dame. « Et Daubine ?» demanda l'enfant, avec la candeur de son âge. « Le major dîne probablement en ville, » lui répondit sa mère, en l'attirant vers elle et en le couvrant de baisers. Puis, après avoir écarté les cheveux qui lui tombaient sur le front, elle le présenta à mistress Crowley. « Voici mon fils, Rebecca, » lui dit-elle. Cette seule parole, dans la bouche de mistress Osborne, semblait dire « Trouvez-moi dans tout l'univers une semblable merveille. » Becky regarda l'enfant avec admiration et lui serra tendrement la main. « Cher enfant, dit-elle tout haut, comme il ressemble à... » L'émotion coupa sa phrase, mais Amelia la comprit comme si elle l'eût achevée. La vue de Georgie lui avait rappelé son enfant chéri. Fort heureusement, la joie d'avoir retrouvé une amie aida mistress Crowley à supporter le poids de cette douleur, car elle mangea d'un excellent appétit.
Pendant le repas, Becky eut occasion de parler à plusieurs reprises, et George l'écoutait et la regardait avec une attention toute particulière. Au dessert, Amy étant allée donner un coup d'œil à ses arrangements intérieurs, et Joss s'étant mis à ronfler en parcourant les colonnes du Galignani, Georgie, assis à côté de la nouvelle arrivée, continua à l'examiner comme une personne qu'il croyait reconnaître. « Je parie, dit-il enfin. « Eh bien, que pariez-vous » fit Becky en riant. « Que vous êtes la même femme que j'ai vue hier jouant au rouge ou noir. »« Silence, petit espiègle, » dit Becky en lui prenant la main et en la couvrant de baisers. « Votre oncle s'y trouvait aussi, et votre maman n'en doit rien savoir. »« Soyez tranquille, » répondit l'enfant. « Vous voyez que nous sommes déjà comme une véritable paire d'amis, » dit Becky à Amelia qui rentrait en ce moment. Mistress Osborne avait, en vérité, fort bien choisi la personne à laquelle elle accordait l'hospitalité de son toit. William, transporté d'indignation, bien qu'il fût loin de se douter encore de la catastrophe qui le menaçait, arpentait la ville comme un fou jusqu'au moment où il rencontra le secrétaire de légation, M. Tapeworm, qui l'invita à dîner. Tout en dressant le menu de leur repas, il demanda au diplomate quelques renseignements touchant une certaine mistress Rawdon Crawley qui avait fait, disait-on, quelque bruit à Londres. Tapeworm, qui était au courant des commérages de la grande cité et qui, de plus, avait des liens de parenté avec Lady Gaunt, donna au major tous les détails qu'il désirait sur Becky. Le major ouvrit de grandes oreilles au récit de Tapeworm, qui lui fit les révélations les plus étourdissantes sur le compte de Becky, de Tufto et de Steyne, au point que les oreilles simples et candides du major ne tardèrent pas à en rougir. Lorsque Dobbin lui raconta que Rebecca devenait la commensale de Mistress Osborne et de M. Joss Sedley, Tapeworm poussa un éclat de rire qui acheva de rendre le major tout stupéfait. Mieux valait, selon Tapeworm, envoyer chercher de suite à la prison un de ces messieurs à la tête rasée, portant veste jaune et enchaînés 2 à 2 avec fonction de balayer les rues de Pumpernickel pour en faire ses hôtes et leur confier Georgie, que d'admettre chez soi cette petite intrigante. Ces renseignements causèrent au major un certain trouble mêlé d'inquiétude. Le matin même, il avait été décidé, avant l'entrevue avec Rebecca, qu'Amelia irait le soir même au bal de la cour. Le major, espérant l'y rencontrer pour lui faire part de tout ce qu'il venait d'apprendre, endossa son uniforme et se rendit au palais dans l'espérance d'y rencontrer Mistress Osborne. Mais, malheureusement, elle n'y vint point. Et, en rentrant chez lui, il s'assura que l'appartement des Sedley était plongé dans l'obscurité. Il était donc trop tard pour voir Mistress Osborne avant le lendemain matin. Dieu sait si Domine ferma l'œil de toute la nuit, agité par les terribles confidences qu'il avait reçues la veille. Le lendemain de bonne heure, il envoya son domestique porter à Mistress Osborne un billet dans lequel il lui témoignait le désir d'avoir avec elle un entretien particulier. Il lui fut répondu que Mistress Osborne, se trouvant fort souffrante, était dans la nécessité de garder la chambre. Elle aussi n'avait point fermé l'œil de la nuit. Elle aussi avait été tourmentée par une pensée qui, depuis longtemps déjà, portait le trouble dans son cœur. 100 fois elle avait failli céder, et toujours le sacrifice lui avait paru au-dessus de ses forces. Tant d'amour, de constance, de dévouement, de respect, de gratitude ne pouvaient triompher d'un sentiment secret inexplicable qui la poussait à la résistance. Aucune considération n'avait d'empire sur Amelia. Tous les prétextes lui étaient bons pour s'enfoncer dans cette ligne de conduite où la poussait son aveuglement. Lorsqu'enfin, dans l'après-midi, le major eut obtenu la permission de se présenter chez elle, au lieu de l'accueil cordial et ouvert auquel elle l'avait habitué depuis si longtemps, il ne reçut d'elle qu'un salut froid et cérémonieux. On lui présenta une petite main gantée qu'on retira presque aussitôt de la sienne. Rebecca, qui se trouvait dans la même pièce, s'avança vers Dobbin avec un sourire caressant et lui tendit la main. Dobbin retira la sienne, en proie à une agitation que trahissait sa figure. « Pardonnez-moi, madame, lui dit-il. Il est de mon devoir de vous déclarer que si je me trouve ici, ce n'est nullement un sentiment d'amitié pour vous qui m'y amène. » «
Que diable, s'il vous plaît, laissons tout cela de côté, fit Joss, désirant éviter une scène. Je ne sais trop ce que le major Dobbin pourrait avoir à dire contre Rebecca, fit Amelia d'une voix nette, quoique légèrement émue, et elle jeta sur lui un regard très résolu. Je ne veux point de toutes ces discussions-là chez moi, reprit de nouveau Joseph. Entendez-vous, Dobbin ? Je vous en prie, restons-en là. Puis, après avoir jeté un regard autour de lui et poussé un gros soupir, il se dirigea tout rouge et tout tremblant vers la porte de sa chambre. « Ma chère amie, dit Rebecca avec une douceur angélique, je vous prie, ne vous refusez pas à entendre les accusations que le major Dobbin vient porter contre moi. »« Quant à moi, je ne veux rien entendre !» s'écria Joss sur un ton de fausset, et, s'enveloppant dans sa robe de chambre, il s'élança hors de la pièce. « Maintenant que vous n'avez plus devant vous que des femmes, il n'y a plus rien qui puisse retenir vos paroles, monsieur, lui dit Amelia. « Amelia, répondit le major d'un ton de dignité blessée, pouvez-vous bien parler ainsi, et surtout à moi qui suis sûr de n'avoir à me reprocher aucun mauvais procédé à l'égard d'une femme. Et en cette circonstance, ce n'est point un plaisir qui m'amène auprès de vous, c'est un devoir que je viens y remplir. »« Dépêchez-vous alors, major Dobbin, répondit Amelia, qui s'animait de plus en plus. Comme elle prononçait ces paroles avec un accent impérieux dans la voix, la figure de Dobbin prit une expression dure et sévère. « Eh bien, je viens vous dire. Vous pouvez rester, mistress Crowley, car il n'y a rien que je ne puisse dire devant vous. Je viens vous dire que je ne trouve point convenable qu'une famille que j'aime et j'estime donne asile à une femme séparée de son mari, qui voyage sous un nom emprunté et fréquente les maisons de jeu. »« J'étais au bal !» s'écria Becky. « Et que ce n'est point la compagne qu'il faut à mistress Osborne et à son fils. J'ajouterai, continua Dobbin en se tournant vers Rebecca, que j'ai trouvé ici des gens qui vous connaissent parfaitement, madame, et qui m'ont donné sur votre conduite des détails que je craindrais de répéter en présence de mistress Osborne. »« Major Dobbin, répliqua Rebecca, vous vous servez d'une manière de calomnier les gens pleine de réserve et de convenance. Et vous avez l'adresse de les mettre sous le poids d'une mystérieuse accusation sans avoir le courage de la formuler. Prétendez-vous faire allusion à des infidélités de ma part à l'égard de mon mari ? Je mets au défi qui que ce soit, et vous, tout le premier, d'en produire aucune preuve. Mon honneur est intact, entendez-vous ? Et aussi intact, pour le moins, que celui du plus cruel ennemi qui ait jamais cherché à y porter atteinte. Après quoi, vous vous en prendrez à ma pauvreté, à mon malheur, à mon état d'isolement. Voilà ce qu'on peut surtout me reprocher. Voilà les crimes dont chaque jour je subis la douloureuse expiation. Je m'en vais, Amy, je m'en vais. Oubliez que vous m'avez retrouvée. Mais ne croyez pas que je sois plus coupable maintenant que lorsque vous m'avez connue autrefois. Pour moi, ces quelques heures de bonheur seront un rêve, et, comme un pauvre pèlerin, je reprendrai ma route sans jeter un regard en arrière. Vous rappelez-vous cette romance que nous chantions autrefois ? Hélas, ce temps a déjà fui bien loin. Et depuis lors, ma vie a été un long pèlerinage, pendant lequel je me suis vue méprisée partout, parce que j'étais pauvre, outragée parce que j'étais seule. Adieu, je me retire, puisque mon séjour ici dérange les plans de votre ami. »« C'est la seule chose, madame, qui vous reste à faire, » répliqua le major. « Et si je possède quelque autorité dans cette maison ?»« De l'autorité ? Vous n'en exercez aucune, » s'écria Amelia furieuse. « Rebecca, vous resterez avec moi. Non, non, ne craignez point que je vous abandonne, parce qu'on vous persécute et qu'on vous insulte, parce qu'il prend au major Dobbin la fantaisie de vous faire une scène. Venez avec moi, ma chère. » Les deux femmes se dirigèrent en même temps vers la porte. William s'avança pour l'ouvrir, et comme elle quittait la pièce, le major prit la main d'Amelia et lui dit « Veuillez rester, je vous prie, j'ai à vous parler. » « C'est pour vous parler contre moi lorsque je n'y serai plus pour me défendre, » fit Becky, prenant un air de victime. «
Amelia, pour toute réponse, lui serra la main. « Sur l'honneur. »« Il ne s'agit point de vous, » dit Daubine. « Restez, je vous prie. » Amelia. Amelia resta. Et Daubine fit un profond salut à mistress Crolet, comme elle tirait la porte sur elle. Amelia fixa ses regards sur le major, tout en s'appuyant contre la cheminée. Ses lèvres et sa figure étaient toutes pâles. « J'ai à vous faire des excuses, » lui dit le major, « pour la manière dont je viens de vous parler. C'est à tort que j'ai employé le mot « d'autorité ». « Ah, c'est heureux que vous le reconnaissiez, » dit Amelia, dont les dents claquaient les unes contre les autres. « Vous me laisserez au moins le droit de m'expliquer, » continua le major Daubine. « C'est une manière adroite et généreuse de me rappeler les obligations que je vous ai, » fit Amelia. « Les droits que je réclame, » répondit William, « sont ceux que m'a laissés le père de Georges. » « Vous n'avez pas craint d'insulter à sa mémoire hier encore. Vous savez bien ce que je veux dire. Soyez-en sûrs, je ne l'oublierai jamais. Non, jamais. » Amelia prononça ces derniers mots avec le petit tremblement convulsif que donnent d'ordinaire la colère et l'émotion. « Y pensez-vous, Amelia ?» fit Daubine avec un retour de tristesse. « Croyez-vous que ces mots prononcés dans l'emportement de la colère soient assez forts pour ne plus rien laisser de toute une vie de dévouement ? La mémoire de Georges n'a point à s'offenser de la manière dont je me conduis par égard pour elle, et si je mérite des reproches, je n'aurai jamais à en recevoir de sa veuve et de la mère de son fils. Pensez-y, pensez-y dans le calme de la réflexion. Et je suis convaincu qu'en âme et conscience, vous serez obligé de m'absoudre d'une pareille accusation. Et déjà, maintenant, vous n'aurez pas le courage de me condamner. » Amelia laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Ce ne sont point mes paroles d'hier, Amelia, qui vous ont ainsi animé contre moi. Ce n'est là qu'un prétexte. Ou bien j'aurais perdu ma peine à vous aimer pendant 15 ans, à veiller avec tendresse sur votre cœur. Et croyez-vous donc que, depuis de si longues années, je n'ai pas appris à lire dans votre âme, dans vos pensées ? Je sais ce dont votre cœur est capable. Il peut s'attacher avec fidélité à un souvenir, chérir une image, mais il ne peut ressentir un attachement assez fort pour répondre à celui que j'éprouve pour vous. Enfin, tel que j'aurais voulu le rencontrer dans une âme mieux trempée que la vôtre. Non, vous n'êtes pas digne de l'amour que je vous avais voué. Je l'ai reconnu depuis longtemps. Le but que je proposais à mon existence n'était pas digne des efforts que j'ai tentés pour l'atteindre. Insensé, je me suis bercé de vaines chimères. Et, dans mon fol abandon, je me sentais toujours prêt à échanger la franchise et l'ardeur de mon âme contre la faible étincelle d'amour assoupie dans la vôtre. Mais maintenant, je renonce à un pareil marché. Je me retire et sans qu'il y ait reproche ou ressentiment de ma part. Oh, nullement. Avec une bonne nature, vous avez fait tout ce qu'on pouvait attendre de vous. Mais la hauteur de l'attachement que je vous portais est trop élevée pour vous. Et pour y atteindre, pour avoir part à cette généreuse tendresse, il fallait un cœur plus grand que le vôtre. Adieu, Amelia. Après avoir suivi toutes les vicissitudes du combat qui se livrait en vous, je reconnais qu'il est temps d'y mettre fin. Nous sommes tous deux à bout de nos forces. » Amelia, consternée et silencieuse, écoutait William qui secouait tout à coup la chaîne qui, jusqu'alors, les tenait unis et regagnait à la fois son indépendance et sa supériorité. Depuis longtemps, cette petite créature, le sentant prosterné à ses pieds, avait cru qu'il ne saurait jamais se relever. Elle ne voulait point l'épouser, mais le tenir à sa discrétion. Elle voulait tout de lui, sans lui faire aucune concession. C'était un de ces marchés tels qu'on en voit souvent en amour. Cette véhémente apostrophe de William l'avait complètement renversée et mise en déroute. Étonnée désormais de la position offensive qu'elle avait prise d'abord, elle ne songeait plus qu'à battre en retraite. « Si je vous comprends bien, vous allez partir, William ?» lui demanda-t-elle. William sourit tristement. « Une fois déjà je vous ai quitté, lui dit-il, et je suis revenu après 12 années.
Alors nous étions jeunes tous les deux. Mais la vie s'use enfin à jouer ainsi avec l'espérance. Pendant cet entretien, la porte de la chambre de Mistress Osborne s'était doucement entrebâillée, et Becky, tournant le bouton au moment même où Dobbin l'avait lâché, n'avait point perdu un mot de toute cette conversation. « C'est un noble cœur, pensa-t-elle en elle-même. Et c'est bien mal à cette femme de se jouer ainsi de lui. Elle admirait Dobbin, sans lui conserver aucune rancune pour s'être déclarée aussi ouvertement contre elle. C'était là une partie jouée avec loyauté et à armes égales de part et d'autre. « Ah, pensait-elle, si j'avais trouvé un homme comme celui-là, un homme qui aurait eu comme lui du cœur et de la tête, je n'aurais point regardé à ses grands pieds. » Elle alla alors s'enfermer dans sa chambre, se recueillit pendant un instant et écrivit un billet à Dobbin où elle l'engageait à attendre quelques jours avant de partir, lui promettant de tout faire pour lui auprès d'Amélia. Sa séparation consommée, le pauvre Dobbin se dirigea vers la porte et sortit. La petite aventurière de qui venait cette brouillerie était enfin maîtresse du champ de bataille. C'était à elle, maintenant, de savoir tirer de la victoire le meilleur parti possible. Maître Georges, rentrant comme d'habitude à l'heure du dîner, avait remarqué l'absence de son vieux Dobbin. Le silence le plus profond régna pendant tout ce repas. Joss n'avait rien perdu de son appétit, mais Amy ne mangeait pas. Après le dîner, Georgie s'étendit sur un canapé tout proche de la fenêtre, ayant vue sur la place du marché. Georgie regardait ce qui se passait dehors, tandis que sa mère s'occupait à ranger d'un autre côté. Tout à coup, il s'aperçut qu'il y avait grand mouvement dans l'hôtel occupé par le major. « Hélas, dit-il, voilà le voiturin de Dobbin que l'on sort de la remise. » Ce voiturin avait été acheté par Dobbin, moyennant 6 livres sterling, et lui avait valu de la part de ses amis un feu roulant de plaisanterie. Amy tressaillit sans rien dire. « Hé hé, continua Georges, voici François qui sort avec le porte-manteau, et Kunz, le postillon borgne, qui traverse le marché avec ses 3 rosses. Le voilà avec ses grandes bottes et sa veste jaune. Il y a donc quelqu'un qui s'en va, mais ils mettent les chevaux à la voiture de Dobbin. Le major va donc partir ? » « Oui, dit Amy, il part en voyage. »« En voyage ? Et quand reviendra-t-il ? » ?»« Jamais, répondit Amy. « Non, il ne partira pas !» s'écria le petit Georgie en s'agitant sur le canapé. « Allez-vous vous tenir tranquille, monsieur !» lui cria Joss. « Je vous défends de sortir, Georgie, » lui dit sa mère avec une expression de tristesse. L'enfant s'arrêta, frappa du pied, puis, sautant et s'agitant sur le canapé, il donna tous les signes de l'impatience et de la curiosité. Les chevaux furent attelés, les bagages chargés sur la voiture. François apporta l'épée, la canne et le parapluie de son maître, tout cela lié ensemble. Il les plaça dans le filet, mit à côté de lui, sur le siège, le nécessaire de voyage et l'étui du chapeau à cornes. François sortit encore le vieux manteau de drap bleu doublé de serge rouge qui, depuis 15 ans, tenait fidèle compagnie à son propriétaire. Il était tout neuf à la campagne de Waterloo et avait couvert George et William la nuit qui avait suivi l'affaire des 4 bras. Le propriétaire de l'hôtel vint à son tour donner un coup d'œil à la voiture. François apporta ensuite le reste des bagages. Dobbin parut enfin. Le maître de l'hôtel pleurait presque de le voir partir. Le major était adoré de tous ceux avec qui il était en rapport. Ce ne fut qu'à grand-peine qu'il parvint à se soustraire à l'attendrissement de ses adieux. « Moi, je veux aller lui dire adieu !» s'écria Georges en frappant du pied. « Vous lui donnerez ceci !» dit Becky, qui semblait fort émue. Et elle remit à l'enfant un petit morceau de papier. Descendre l'escalier, traverser la rue, fut pour Georges l'affaire d'une seconde. Déjà, le postillon jaune commençait à faire claquer son fouet. William était dans la voiture. Georges monta sur le marchepied et, entourant le cou du major de ses 2 bras, comme on pouvait le voir de la fenêtre, lui adressa des questions sans fin. Puis, il lui donna le petit billet que sa mère l'avait chargé de lui remettre. William le saisit avec empressement et il tremblait pour l'ouvrir. Mais, tout à coup, ses traits s'altérèrent. Il déchira ce papier et en jeta les morceaux par la portière. Puis il embrassa Georges sur le front
et l'enfant redescendit avec l'aide de François en se frottant les yeux. Georgie resta encore quelques moments à regarder la voiture. Le postillon agita de nouveau son fouet. François s'élança sur le siège. Les 3 chevaux s'ébranlèrent. En même temps, la tête de Daubine s'inclina sur sa poitrine. Il ne leva point les yeux quand la voiture passa sous les fenêtres d'Amélia, et Georgie resta seule dans la rue, éclatant en larmes et en sanglots au milieu des passants attroupés. La femme de chambre d'Amy entendit l'enfant pleurer pendant toute la nuit. Elle lui porta des bonbons pour essayer de le consoler et mêla ses regrets aux siens, car tous ceux qui connaissaient cet honnête et brave major ne pouvaient s'empêcher de se laisser prendre d'affection pour lui. Quant à Amy, n'avait-elle pas rempli son devoir ? N'avait-elle pas, pour se consoler, la miniature de Georges ? Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.